Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu. Le secteur de la justice fait face à de nombreux enjeux et défis dont les contours ont été esquissés par l'amendement constitutionnel de 2020 initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lesquels visent à renforcer et approfondir l'indépendance du pouvoir judiciaire et à jeter des bases plus solides pour son fonctionnement. Le secteur de la justice s'attelle à présent à l'adaptation des textes réglementaires à la Constitution en procédant à la révision des lois organiques sur les statuts des magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère s'emploie à engager une réforme globale et moderniser le département de la justice à travers la généralisation de la numérisation et la révision des méthodes de travail afin d'imprimer davantage de transparence sur la gestion des infrastructures judiciaires et instaurer une justice moderne conforme aux normes de qualité efficace à même de préserver les droits et libertés et assurer l'intégrité des biens et des individus. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mourad Sid Ahmed, bonsoir. Vous êtes procureur général près la Cour d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons également avec nous Monsieur Ben Salem Abdelzer, bonsoir. Vous êtes président de la Cour de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Monsieur Ahmed Trinissa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en droit à l'Université d'Alger. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je vous le disais, tout découle de l'amendement de la Constitution qui a constitué un point de départ pour l'édification de nouvelles institutions. L'adaptation des lois à la Constitution était aujourd'hui impérative. Messieurs, je vous donne la parole à vous, monsieur Mourad Sid Ahmed, en premier. Merci, madame. Merci de nous avoir accueillis. Je vous remercie pour le choix de la thématique. Et effectivement, depuis l'amendement de la nouvelle constitution de 2020 et depuis la promulgation des nouveaux textes constitutionnels, il était évident que les textes les plus pertinents qui relèvent du monde judiciaire soient touchés par des réformes qui s'adapteraient et qui s'adaptent à ces nouvelles directives constitutionnelles. Dans cette optique, voilà, nous sommes actuellement sur le projet de révision de la loi organique qui touche au statut de la magistrature et bien sûr la loi qui est relative au Conseil supérieur de la magistrature. Effectivement, ces deux projets de loi sont en cours de parachèvement. Les projets, je crois qu'ils ont été finalisés. Ils devraient être installés avant la fin de l'année, en tout cas ce qui a été annoncé par le ministre de la Justice. Effectivement, je vous le confirme, à la fin de l'année, je pense que nous aurons ces deux textes qui seraient promulgués et mis en œuvre. Ouais. Effectivement, ces deux textes découlent de la révision constitutionnelle de 2020 et qui pourraient nous apporter des changements quand même assez pertinents. Alors on sait, la justice constitue la troisième institution la plus importante dans notre pays. Elle constitue le baromètre de l'état de droit dans l'ambition légitime de notre pays de parvenir à un état de droit dans toute l'acceptation du terme. Alors aujourd'hui, atteindre l'indépendance du pouvoir judiciaire fait partie des axes principaux lancés par le secteur. Tout à fait. La réforme a consolidé réellement l'indépendance de la justice et donc elle a apporté beaucoup de garanties en faveur de cette indépendance et que ce soit pour le magistrat ou aussi pour le Conseil supérieur de la magistrature la Constitution civile va prendre en charge la carrière des magistrats, va être composée majoritairement de magistrats élus par leur pairs, des magistrats du siège. Donc, si on... Ça restera la plus haute instance du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de magistrature. Oui. Et donc, il y a une véritable volonté politique d'aller vers une indépendance réelle qui sera consacrée avec l'installation du nouveau Conseil supérieur de la magistrature avec sa nouvelle composante. Il y a une volonté aujourd'hui d'aller vers cette indépendance de la justice à travers les réformes qui ont été engagées, qui ont été inscrites dans la nouvelle
nouvelle constitution? Oui, bien sûr. L'indépendance, la Comment justice a été... cela va-t-il se traduire? Oui, justement, il a été annoncé depuis 89, mais cette fois-ci, la justice a bénéficié d'un renforcement de l'indépendance, dans son double compartiment, si vous voulez, l'indépendance de la justice en tant que pouvoir au service public et l'indépendance du juge. Il y a une double dimension. Donc, et ça se traduit dans la Constitution par la nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature qui est composé presque, on propose de 2 tiers, 15 membres, 15 magistrats qui vont être élus par leur père. Donc, dans les différents strates de la juridiction, que ce soit ordinaire ou administratif. Le Conseil supérieur qui monopolise la gestion des carrières et la fonction aussi disciplinaire. Il a apporté d'autres garanties, des garanties statutaires pour le magistrat sur le plan de l'inamovibilité. Il est annoncé dans la Constitution, ce n'est pas la loi, c'est déjà au niveau constitutionnel. Il a annoncé aussi l'impartialité, et l'indépendance du juge, qu'ils sont astreints. C'est un droit, et en fait, pour le juge, c'est un devoir d'impartialité. Aussi, il a, pour la première fois, apporté une nouvelle garantie, c'est la garantie, disons, entre guillemets, financière. Il a annoncé dans l'article 172, je pense, la ligne 3, que le statut doit mettre le juge à l'abri des besoins. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, on a consacré presque les standards internationaux de la Commission de Venise, de la résolution de l'ONU de 85, qui a consacré, il faut quand même que le juge, pour qu'il soit indépendant du pouvoir, pouvoir exécutif et surtout du pouvoir économique, le monde économique, la corruption. Il faut quand même donner... Oui, on a aussi insisté sur ces garanties statutaires, surtout garanties par l'indépendance de l'organe qui est le CSM, qui est majoritairement représentant des magistrats. Et donc, voilà une indépendance. Pour assurer l'indépendance. Et pourquoi l'indépendance de la magistrature? C'est surtout pour préserver les droits et libertés. Le juge, ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire de statut personnel, c'est un statut presque politique, ce n'est pas un statut professionnel. Qui va bénéficier aux citoyens, aux justiciables. Pourquoi? Parce que la fonction constitutionnelle, la mission constitutionnelle de la justice, c'est de préserver, de garantir les droits et de protéger la société. Et donc, il y a une logique. Voilà quelques aspects, quelques garanties supplémentaires apportées cette fois-ci, qui met presque l'Algérie sur le plan du cadre juridique constitutionnel au niveau presque pour international. Un peu d'eau à votre moulin. Oui, oui. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que la nouvelle constitution et cette nouvelle réforme va encore accentuer la dominance, la présence du magistrat dans ce conseil. Ce qui fait qu'avant, il y avait un peu, on reprochait un peu l'hégémonie de la chancellerie dans la gestion de la carrière des magistrats. Dans le cadre de ce projet-là, on remarquera que la chancellerie, on a complètement diminué du rôle de la chancellerie dans la gestion de la carrière. C'est ce qui va renforcer encore davantage l'indépendance de ce magistrat. Il va se sentir encore davantage plus rassuré dans ses fonctions, dans sa prise de décision, dans la gestion des contentieux qu'il aurait à avoir. Et ce qui est encore plus important et à souligner, c'est que pour la première fois, nous retrouvons le rôle du syndicat des magistrats. Le syndicat qui est présent dans cette institution, qui est une institution constitutionnelle, ce qui renforce encore davantage cette garantie, cette volonté des pouvoirs publics de donner beaucoup plus d'indépendance et qui mettra certainement les magistrats très à l'aise par rapport à la gestion, surtout des contentieux. Aussi l'absence du ministère de la Justice, qui ne fait plus partie. Et cette garantie, tout ce qui est disciplinaire,
le Conseil supérieur, en tant qu'instance disciplinaire, il est sous l'autorité du président de la Cour suprême. Donc le président, il est le président de la République comme incarnation de l'État. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat du pays. C'est-à-dire la magistrature au sens qu'elle incarne l'État. C'est-à-dire c'est pas le pouvoir. Le président de la République a un statut supérieur. Il n'incarne pas le pouvoir exécutif, il incarne l'État. C'est pour ça tout ce qui a trait à la carrière des magistrats est presque garanti par les nominations par un décret présidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le ministre de la Justice un juge ne peut être révoqué pour des décisions arbitraires. Aujourd'hui, tout est encadré. Oui, bien sûr. Et constitutionnalisé, surtout constitutionnalisé. Surtout l'indépendance, on le mesure par rapport à la mutation. Parfois, le pouvoir de muter, ça, parfois, ça se transforme. Parfois, on mesure disciplinaire déguisée comme une sanction déguisée. Et donc, la Constitution, on a constaté la règle qui existait, mais au rang constitutionnel pour avoir plus de garantie au juge d'être inamovible, garantie. C'est bien de protéger le juge, le magistrat, de lui donner toutes les prérogatives pour pouvoir agir en toute honnêteté, avec rigueur. Il faut aussi aujourd'hui jouer sur le statut du magistrat, sur la formation du magistrat, sur la spécialisation des magistrats. Il y a de nouvelles formes de criminalité aujourd'hui qui apparaissent, qui justement nous interpellent et nous appellent à réorganiser un petit peu le système judiciaire. On va vers ça aujourd'hui, il faut réorganiser nos lois. Oui, on est en train de revoir nos lois. On a déjà revu certains textes. On est aussi en train de revoir la formation des magistrats. On a déjà revu la formation des magistrats, la formation de base des magistrats qui dure 4 ans à l'école après une licence, c'est-à-dire Bac plus 7. C'est une formation de qualité qui est dispensée à l'école supérieure de la magistrature, avec de nouveaux programmes qui ont intégré les nouvelles formes de criminalité, les nouveaux modes de règlement des contentieux, et avec plus de spécialisation des magistrats, avec des formations continues, avec 3 segments, donc le segment de la formation de base qui dure 7 ans, des formations spécialisées, notamment en cybercriminalité, en droit des affaires, en droit pénal des affaires, en droit foncier, et des formations continues. Donc le segment formation, c'est un segment qui a pris beaucoup de place dans ce qui est en train de se faire. Et beaucoup de textes ont vu le jour, beaucoup de juridictions spécialisées. Donc les grandes tendances maintenant avec une justice qui veut se moderniser. On parle de nouveaux tribunaux aujourd'hui dans l'espace économique, financière, économique, cybercriminalité également. Donc, on va vers ces nouvelles formations. Ça fait une année, on a installé un pôle national qui prend en charge cette forme de délinquance et qui est déjà doté de magistrats spécialisés qui utilisent les nouvelles techniques d'identification. Et ça fait en août dernier, je crois, il y a eu l'installation du pôle spécialisé en criminalité liée au PIC. Et donc, la justice se modernise, se spécialise en utilisant les TIC aussi dans la gestion des contentieux. De l'aspect modernisation, on va rester d'abord sur ce qui va changer réellement après la promulgation ou l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, de l'indépendance de la justice. On ne va pas se mentir, justice libre et équitable aujourd'hui sert aussi à rétablir la confiance des citoyens envers leurs institutions. C'est un des objectifs principaux. De nouveaux amendements ont été aussi introduits dans le code pénal. J'en parle avec vous, monsieur Sid Ahmed. Il faut une régularisation régulière de nos lois. Il faut s'adapter en fonction de l'évolution de la société. On parle de cybercriminalité, mais aussi de fake news. Écoutez, nous sommes dans une
public et les règles sans que le législateur doit s'adapter à toute nouvelle forme de criminalité. Donc ce qui est fait, dernièrement par rapport aux nouvelles incriminations, aux nouvelles modes de criminalité que nous sommes en train de vivre par rapport aux fake news. Je vous rappelle... Alors le code prévoit une peine allant de 3 ans d'un an à 3 ans de prison, jusqu'à 300 000 dinars, à l'encontre de toute personne jugée coupable de propagation de fausses informations. La peine est doublée en cas de récidive. Absolument. Absolument. Chacun est responsable. Je l'avais dit lors d'une émission passée, que chacun se sente responsable derrière son clavier, que chacun se sente responsable en utilisant un des moyens électroniques qu'il utilise. Et maintenant, le monde a changé avec les nouvelles formes de technologie. Vous voyez, on a connu des affaires criminelles où des gens à des milliers de kilomètres ont pu commettre des infractions à distance. Donc, vous voyez, les nouvelles technologies ont ramené de nouveaux modes de pratique, et ce qui fait que nous étions dans l'obligation de nous adapter. On parle d'un durcissement du code pénal. Est-ce que c'est vrai ou pas? Durcissement, écoutez, ça dépend ça dépend sur quel angle. Durcissement. Est-ce que à travers cette loi, quand on parle de fake news, est-ce que la définition est précise? Est-ce qu'on ne risque pas de déborder sur la liberté d'expression, ce qu'aujourd'hui craignent les citoyens? Vous savez, ce qu'on pourrait, nous les magistrats, ce qu'on pourrait reprocher aux différents acteurs du monde juridique, c'est qu'on a tendance à trop vouloir définir. Et on a tendance à oublier que c'est une justice d'homme. Au fait, il faut faire confiance à l'interprétation et au pouvoir discrétionnaire du juge. À trop verrouiller une définition, on pourrait peut-être passer à côté de beaucoup de choses. Donc, je vous dis sincèrement, ceux qui disent qu'on a trop pénalisé, moi je dirais que, écoutez, nous sommes une démocratie, nous vivons en communauté, et il y a un contrat social qui nous lie, donc que chacun respecte son carré et que chacun a personne d'offenser une autre personne ou d'offenser une autre institution. Et quand on commet des offenses de cette nature, on a une réponse pénale certainement qui est en face. Et ça ne veut pas dire que quand nous avons une réponse pénale qui se prépare, cela voudrait dire que c'est la fin du monde. Écoutez, le magistrat, il est là, il est réaliste, il vit au sein de notre société et il distille pratiquement des réponses pénales qui sont complètement adéquates avec l'infraction qu'il est en train de juger. L'importance de la formation, on revient encore une fois à cela. Je pense qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression dans le traitement des fake news, mais c'est juste un recadrage qui fait qu'on s'adapte à ce nouveau phénomène. Et donc, les moyens de défense sont clairs pour celui qui a la preuve de la vérité de ce qu'il présente, ou pour celui qui peut prouver sa bonne foi dans ce qu'il a publié. Donc, c'est très bien cadré et c'est conforme aux standards universels. Donc, en matière de lutte contre ce nouveau phénomène qui arrive complexe, à déstabiliser les institutions. Qui est très complexe et qui nécessite des réponses adaptées, vu que la personne peut publier des contenus à partir d'un autre pays et produire des effets dans un pays. Donc c'est une forme de criminalité assez complexe qui nécessite une adaptation des outils. Mais l'adaptation des outils ne constitue aucunement une atteinte à la liberté d'expression. Votre avis sur la question, M. Trinsa, sur ce principe de définir exactement? Pour que le juge ne retombe pas dans le déni de la justice, il ne faut pas lui ôter le pouvoir de juger. Et il a un pouvoir d'interprétation qui est nécessaire. Elle est inhérente à la fonction juridictionnelle. C'est un acquis, c'est un postulat et c'est une nécessité. Il ne faut pas qu'on se départe de cette idée. Et il y a des organes régulateurs, les cours supérieurs, les juridictions supérieures, ils sont là pour justement réguler, pour interpréter, pour unifier. Et donc, le juge doit être actif, il doit répondre. Et donc,
cette reste idée une de justice d'homme, hein, comme l'a pénalisation, précisé, oui, c'est un débat social. C'est-à-dire, Oui. même parfois, je dis que éviter trop des abus de pénaliser, pouvoir. par exemple, l'action publique. Pour le juge qui a les preuves, des faits, des jugements, il peut me donner une idée. Voilà, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas des audits pour pouvoir émettre des avis presque scientifiques, pour ne pas tomber dans les sentiments, dans les appréciations presque farfelues. Et pour revenir et renforcer un peu, juste pour éclaircir un peu aux citoyens et vous mettre un peu à l'aise. Donc les poursuites pénales par rapport à ce genre d'infractions ou les infractions qui sont connexes, c'est le parquet qui met en mouvement l'action publique. Oui. Je représente le parquet général d'Alger. Il y a des procureurs qui travaillent sous mon autorité. Dans des cas, on a mis en mouvement des actions publiques qu'on a soumis à des juges indépendants. Et dans beaucoup de cas, les juges n'ont pas été convaincus. Ils ont décidé de la relaxe de la personne, étant donné que le magistrat n'est pas convaincu de l'argument de l'accusation. Je parle peut-être sous l'autorité de mon collègue qui est président de la cour de Tizi Ouzou. Si vous voyez, par exemple, j'invite nos amis juristes à voir un peu les statistiques des relaxes et des acquittements. C'est des chiffres importants. Ce qui dénote de cette indépendance du juge, effectivement. Plusieurs fois, on a été remis à l'ordre par des magistrats du siège. Et des fois, on met en place des réquisitoires par rapport à des faits qu'on considère, nous, procureur de la République, comme infamants. Et le juge décide et dit que, voilà, je ne suis pas convaincu, il relaxe la personne. C'est en matière délictuelle, où il décide en matière criminelle d'un acquittement. Vous savez, c'est une règle démocratique. Et il y a un jeu démocratique qui se met en place même à l'intérieur de ces juridictions. Chacun son rôle et chacun travaille selon ses convictions. Et bien sûr, les outils de travail qu'il a en sa possession. Et j'ajouterais quelque chose, c'est que la véritable garantie, c'est aussi des juridictions de plus en plus spécialisées, des magistrats de plus en plus spécialisés qui traitent ce genre de délinquance. Donc, il y a des magistrats qui ont été formés à l'école de la magistrature selon les standards internationaux, d'autres magistrats qui ont été formés sur ce segment à l'étranger. Et donc, je crois que sur ce point, on est dans les standards universels dans le traitement de ces nouvelles formes de délinquance. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les professionnels, en tout cas du secteur, saluent toutes les nouveautés apportées, mais par contre, on demande à ce qu'il y ait des textes d'application par la suite. C'est toujours un peu ce qui fait défaut, hein. C'est que les textes d'application ne suivent pas toujours. En fait, je ne pense pas que c'est une idée répondue qui n'est pas tout à fait vraie. C'est-à-dire, il y a assez de textes. Et il y a la jurisprudence. Pourquoi ôter aux magistrats ce pouvoir d'interpréter? Il y a une interprétation selon des standards, selon une méthodologie connue, juridique. Donc, ça, on peut mettre l'accent sur la formation. Et c'est normal. Quand même, la justice algérienne a amorcé ça, mais il s'est adapté aux mutations quand même. Il a subi une réforme, surtout sur les aspects de la justice en tant que service public. Il a quand même, sur une dizaine d'années, modernisé, numérisé. Il a quand même acquis... plus de transparence. Oui, il y a de l'expérience, il y a de la sédimentation, il y a des choses... à parfaire, à améliorer. Donc il faut aller à une justice de qualité. La qualité, il y a de la publicité. Les jugements ne sont pas des jugements secrets, c'est des séances publiques, il y a le principe du contradictoire, il y a les droits de la défense. Donc la justice, c'est ça aussi. C'est les auxiliaires de la justice qui participent à une œuvre de justice, c'est-à-dire il y a une organisation judiciaire. On va parler de cette nouvelle organisation judiciaire. Un orchestre presque, disons, symphonique. Il y a parfois des fausses notes, mais quand même, il faut toujours
aller dans le sens de l'amélioration. C'est pas négatif, c'est pas tout à fait positif, mais c'est normal, c'est un œuvre humain. Et surtout, il faut peut-être, je suis pas magistrat, donner cette confiance au magistrat et les aptes. C'est une question de formation, c'est une question où n'oublions pas que même la justice, on n'a pas les statistiques, il est submergé par le nombre grandissant. Absolument. Il y a un engorgement. Un engagement, que ce soit au plan des cours ou bien au niveau de la Cour suprême, au Conseil d'État. Donc, il faut mettre des moyens, peut-être financiers, peut-être des magistrats en nombre, bien qualifiés. Monsieur Sid Ahmed, sur cette nouvelle organisation judiciaire, vous nous en parliez tout à l'heure. Oui. Écoutez, l'organisation que vient d'aborder tout à l'heure mon ami Ben Salem, peut-être j'essaierai d'en parler sur le plan pénal. Il parlait des nouvelles juridictions à caractère pénal. On parlera peut-être du pôle pénal économique et financier qui a été installé en mois d'août dernier. C'est une juridiction spécialisée qui a une compétence concurrentielle avec les juridictions régionales, donc qui peut revendiquer une affaire et qui relèverait de sa compétence à n'importe quel stade de son traitement. Nous avons aussi, depuis le mois d'août dernier, nous avons la création du pôle national spécialisé en matière de lutte contre les TIC, qui fonctionne très bien. Nous avons aussi la mise en place de la section à Alger, de la section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ce qui fait que c'est des juridictions qui sont dotées en moyens, qui sont dotées en magistrats spécialisés et qui répondent à une certaine situation. Donc je dirais que la spécialisation maintenant est une revendication internationale. La spécialisation doit être au préalable suivie d'une formation des magistrats qui soient formés sur des thématiques bien précises. Et ce que le ministère de la Justice a mis en place et qu'on essaie... Des formations disponibles au niveau de nos universités, des spécialisations qui ont été... Absolument, des spécialisations, surtout au niveau de l'École nationale de la magistrature, des magistrats qui sont formés en interne et qui sont formés aussi par des écoles étrangères qui ont subi des formations à l'étranger et qui répondent très bien au traitement de certains contentieux, mais qui donnent maintenant des résultats dans le traitement de ces contentieux pénal à caractère spécifique. Et notamment, bien sûr, le dossier lié à la lutte contre la corruption par rapport à ce nouveau pôle qui est installé depuis bientôt une année, qui gère des dossiers quand même assez importants, dans lesquels nous retrouvons des mécanismes de coopération internationale. Vous avez des magistrats qui travaillent avec des collègues étrangers, qui demandent des actes au niveau de leur dossier à accomplir à travers des commissions rogatoires, qui travaillent en collaboration avec Interpol, qui diffusent des mandats d'arrêt internationaux et des demandes d'enquête internationales à travers des mécanismes internationaux. Nous sommes sur des standards quand même assez remarquables et nous avons des résultats assez remarquables. Ça, c'est pour la nouvelle organisation judiciaire. On parle aussi beaucoup d'instabilité juridique chez nous. La sécurité juridique est un concept qui est consacré également dans la nouvelle constitution. C'est important aujourd'hui pour asseoir un état de droit. On parle aujourd'hui d'essayer d'inscrire des lois sur des décennies pour les préserver de tout changement. Pour apporter une sécurité juridique, que ce soit aux citoyens ou à celui qui sera en Algérie, à un étranger qui sera en Algérie. Donc, avec une certaine pérennité, une pérennité législative des textes de loi. Et ça sécurise le citoyen, ça le met en confiance par rapport à la pratique de ses droits, par rapport à ses obligations. Donc même le pôle économique est touché. Oui, tous les
C'est-à-dire même au niveau des traitements des affaires, que ce soit au pénal ou au civil, donc la stabilité juridique, la stabilité des textes aiderait beaucoup les magistrats dans le traitement des affaires pénales et civiles. Ça sécurise le citoyen et ça sécurise aussi les acteurs économiques. Les investisseurs. Oui. Il faut aller vers cette aujourd'hui stabilité juridique. Oui, justement, et dans le prolongement de la sécurité juridique, il y a une exigence d'efficacité et d'efficience qui va agir sur la qualité des décisions judiciaires. C'est-à-dire en termes aussi de célérité, c'est-à-dire peut-être le président a pointé ce point sur la qualité au sens où il faut aller à des décisions de qualité au sens de l'amélioration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise qualité, mais la qualité, c'est une démarche presque mondiale appliquée à tous les services publics, même le service public de la justice en tant que service public, c'est un pouvoir, mais est soumis aussi à cette exigence d'efficacité en termes de célérité, des décisions, de la qualité surtout. Ça participe aussi presque aux standards internationaux en termes de climat des affaires. On est jugé sur la qualité, la qualité des décisions en termes... Pourquoi? Parce qu'il y a un alourdissement, il y a un engorgement. Quand on pense aux affaires foncières, par exemple, qui mettent des années et des années pour se diminuer, pour les investisseurs, il y a une centaine et parfois... On parle d'allègement de procédures, pour les nationaux, on parle de... pas seulement pour les étrangers, mais surtout pour les Algériens, les investisseurs. Il y a la justice peut améliorer, peut participer efficacement à cette entreprise de modernisation et surtout de modernisation de la vie économique en général. On parle de l'importance d'alléger les procédures. Oui, il y a un effort qui se fait dans le cadre de la simplification des procédures en justice et aussi dans le traitement des affaires pénales et civiles dans les meilleurs délais, donc pas d'une manière expéditive et pas avec une lenteur qui mettrait le justiciable un peu mal à l'aise. Donc il y a une prise en charge de ces paramètres par une justice de qualité, la qualité dans les décisions, ce qui est renforcé par la stabilité juridique, donc une meilleure qualité des décisions, une justice plus accessible, plus simple, des procédures plus simplifiées et des délais de traitement raisonnables. Donc, le président de la République avait dénoncé lui-même la non-exécution sur un thème des décisions de justice, notamment par les institutions de l'État. La cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire, c'est une réalité. Comment construire aujourd'hui un état de droit si le citoyen en possession d'un jugement rendu en sa faveur n'est pas en mesure d'arracher son droit? Vous savez, c'est un problème qui ne touche pas uniquement notre pays. Moi, je suis un acteur du monde judiciaire. Je suis autant stupéfait de cet aspect de la non-exécution que M. le la République a bien voulu souligner lors de son discours. Effectivement, c'est un des aspects qui touche un peu à ce qu'on appelle à la vie publique en général. Donc le citoyen qui a déjà du mal à se rendre justice avec la lenteur que l'on connaît, c'est tout à fait normal que d'avoir une décision après avoir subi un contradictoire, après avoir épuisé toutes les voies de recours. Ça, c'est tous les aléas que nous sommes obligés de subir. Pourquoi? C'est uniquement dans le cadre de la préservation de nos libertés, de la liberté de tout un chacun. Mais arriver à des chiffres tels qu'ils sont cités dernièrement de non-exécution des décisions, moi je pense qu'il y a déjà un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la Justice
à leur tête, Monsieur le ministre de la Justice, est en train de plancher sur la question de ces décisions non exécutées, et surtout en matière de prud'homme. Les prud'hommes on constate des chiffres effarants de justice, de personnes qui ont bénéficié de jugements en leur faveur, qui n'ont pas été exécutés. Donc je crois qu'il y a déjà une mesure qui a été prise. Monsieur le ministre de la Justice est en train de se pencher sur la question de manière très sérieuse. Alors parmi tout ce qui a été annoncé également par le chef de l'État, c'est qu'il avait affirmé que les changements comptant appliquer l'État, notamment pour le secteur de la justice, constituent une nouvelle page jetant les bases d'une justice permettant aux magistrats de s'acquitter de ses missions avec impartialité et un haut sens de professionnalisme en se limitant uniquement à la loi. Il faut en finir avec les pratiques du passé, moraliser aujourd'hui l'action publique pour rétablir justement cette confiance des citoyens vers leurs institutions, Monsieur Benselem. Oui, tout à fait. Donc moraliser la vie publique suppose aussi moraliser le secteur de la justice. Donc, veiller à la probité du magistrat. Oui, la probité du magistrat. Il y a un projet de révision de la charte de déontologie du magistrat pour inclure certaines notions de probité et pour aussi inclure plus de transparence dans le travail de la justice, ce qui peut renforcer le contrôle du citoyen sur la qualité de la justice et ce qui peut renforcer les droits des citoyens. Alors pour ce qui est, pour revenir sur le pôle économique, ce qui est rassuré des investisseurs, bien sûr on a parlé de cette stabilité juridique, il y a eu aussi cette directive d'interdire l'ouverture d'enquête sur la base de lettres anonymes, parallèlement à d'autres mesures visant à assurer des garanties aux responsables locaux en vue de réunir les conditions qui leur permettent de faire preuve d'esprit d'initiative également. Effectivement, c'est une nouveauté. Monsieur le Président de la République a mis l'accent depuis quelques mois sur cet aspect qui est lié aux enquêtes, ou plutôt aux lettres anonymes. Voilà, aux lettres anonymes. Effectivement, c'est un aspect qui a eu un impact très négatif sur le monde économique, sur le monde des affaires. Et le président de la République, à juste titre, a voulu mettre un terme à ces agissements qui sont néfastes. Néfastes dans son aspect global, dans son aspect lié à l'initiative, à la liberté d'initiative. Donc, à travers ces instructions, donc le parquet, actuellement, étant donné que le parquet est hiérarchisé, même dans la législation, le parquet est hiérarchisé, donc nous n'avons plus d'enquête qui s'ouvre à travers des lettres, les lettres anonymes. Donc il faudrait que les gestionnaires maintenant se mettent en confiance et qu'ils se remettent à travailler et qu'il n'y ait plus maintenant cette arrière-pensée. Vous savez, on a eu quand même des qui ont été mises en œuvre, des enquêtes, pas des actions publiques, mais des enquêtes qui ont révélé que c'était des lettres anonymes qui étaient basées sur des dénonciations calomnieuses, donc, et qui ont entraîné les gens qui ont été mis en cause dans le cadre de ces enquêtes, et il fallait trouver la réponse adéquate, et je salue la décision de Monsieur le Président de la République et qui est réellement mise en œuvre par Monsieur le ministre de la Justice et qui veille au grain, qui est l'une de ses priorités maintenant, c'est de ne plus voir ce genre d'enquête mise en œuvre. Et je pense que ça va apporter son édifice et ça va rassurer tout le monde et ça va nous remettre dans un bain de confiance qui puisse nous faire redémarrer un peu la machine économique. Absolument, on parle de rassurer le gestionnaire, on parle aussi d'une mise en place d'un groupe de travail pour aller vers cette dépénalisation de l'acte de gestion. Oui, donc un groupe de travail vient d'être installé par Monsieur le ministre de la Justice qui est en train de travailler sur les meilleurs mécanismes de dépénalisation de l'acte de gestion, de manière à mettre le gestionnaire à l'abri de se faire engager sa responsabilité pénale
Donc, des mécanismes qui mettent en exercice la responsabilité disciplinaire, la responsabilité civile et la responsabilité pénale qu'en cas de corruption au sens large du mot, c'est-à-dire l'activité commerciale, par définition, consiste à prendre des risques. Donc la prise de risque par le commerçant, par l'agent économique, qu'il soit public ou privé, ne doit pas comporter automatiquement un risque pénal. Il peut comporter un risque commercial, un risque économique, un risque professionnel, un risque civil, mais pas automatiquement un risque pénal. Donc comment restreindre la responsabilité pénale du gestionnaire dans ce qui est réellement pénal, dans ce qui constituerait réellement une délinquance économique. Il y a eu un véritable impact, ce genre de décision sur notre économie. Bien sûr. On a constaté depuis 1995 une série des milliers de prisonniers cadres qui ont été acquittés, qui sont innocentés, qui ont pris des responsabilités. Et ça nous renvoie au dispositif de contrôle public. Il y a des contrôles publics institués. Oui. Il faut donner les moyens à ces... Ça ne passe pas forcément par le pénal. Oui, c'est pas les lettres anonymes. Tout le dispositif public de contrôle, que ce soit secteur administratif, il y a les JF, les inspections de wilaya, de ministères, des directions. Il y a pour le secteur économique, il y a les commissaires aux comptes qui peuvent alerter la justice s'il y a une qualification juridique plutôt pénale d'une action qui peut être commise même pour les étrangers et tout. Et donc, on a un dispositif juridique qu'on peut l'activer, peut-être pour donner les moyens juridiques, les moyens financiers pour que, au lieu d'une lettre anonyme, il y a le contrôle récurrent, institué, normalisé, qui peuvent alerter la justice en cas de qualification juridique de fait, qui peuvent être qualifiés une qualification pénale. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a un dispositif de contrôle public, que ce soit administratif ou financier, et même juridictionnel, je pense à la Cour des comptes, qui peut, en cas de contrôle sur la comptabilité, la régularité budgétaire, il peut engager, transmettre le dossier au procureur, saisir le parquet s'il y a des faits qui peuvent être qualification pénale. Donc il y a un dispositif presque complet. Peut-être il faut donner les moyens, c'est-à-dire en termes de personnel, formation. C'est-à-dire qu'il faut recruter des magistrats à la Cour suprême. Il faut peut-être former bien les gens de l'IGF, les inspecteurs de wilaya, les inspecteurs des secteurs. Donc, il y a un effort général pour mettre un dispositif de contrôle public efficace avant d'arriver à la justice pénale. Et comme ça, on rassure le gestionnaire. Peut-être qu'il y a des défaillances, des carences, mais ils sont susceptibles d'évaluation sur le plan du management, de résultats. C'est une question qui relève d'un aspect, disons, de gestion, c'est-à-dire pour consacrer des gens compétents et des gens moins compétents, mais séparer tout ce qui est acte peut-être économique ou administratif et un acte pénal, carrément. Et cette confusion du genre qui a peut-être été à l'origine d'une détresse humaine qui a touché des milliers de cadres algériens. Absolument. Alors la révision de la politique carcérale occupe aussi une bonne place dans le processus de réforme de justice pour avoir un impact positif sur la société. Le nombre croissant de la population carcérale grève le budget de l'État et n'est pas profitable à la société, ce qui exige de trouver de nouvelles solutions. Aujourd'hui, on a parlé de ce bracelet électronique notamment. Est-ce qu'il y est toujours en vigueur? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives, hein? Absolument. Donc, pour ce qui est des alternatives le bracelet électronique touche un peu aux alternatives à la détention. C'est un des aspects qui est très bien légiféré au niveau de notre législation. Le bracelet électronique existe. On a connu une première expérience au début de la mise en place de ce mécanisme. Et actuellement, le ministère de la Justice s'attelle à pratiquement relancer et rebooster un peu ce mécanisme à travers, je crois que ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a eu quand même une commande qui a été faite pour les bracelets électroniques d'après ce qu'avait déclaré notre ministre de la Justice, et nous sommes sur le point de recevoir une bonne quantité de bracelets qui ont été très bien produits et qui seraient d'une utilité. Il y a eu un problème dans le produit, donc dans le à la produit, base. effectivement. La première expérience nous a quand même alerté sur quelques malfaçons dans le produit, et actuellement on a corrigé un peu quelques aspects et nous sommes sur un produit qui est quand même assez bon, assez pertinent. Donc le bracelet électronique va bientôt être relancé à travers les différentes juridictions, et qui permettrait sur le plan des informations judiciaires aux juges d'instruction peut-être d'éviter de mettre en détention et de soumettre la personne à un bracelet électronique, et bien sûr de permettre à des gens qui seraient détenus, bien sûr, et qui répondent à des conditions bien précises, des conditions qui sont énumérées par la loi. Donc ne pas aller systématiquement à la détention provisoire et à la case prison. Voilà. Donc ça pourrait désengorger énormément la population, les prisons, et réduire la population carcérale. On peut l'adapter aussi, c'est un outil qu'on peut adapter à certaines situations. Donc on peut prononcer une peine privative de liberté en condamnant la personne à rester dans son domicile. Et l'État n'aura pas à payer des frais d'hébergement, de restauration. Donc les alternatives à l'emprisonnement, c'est des peines qui sont adaptées à notre ère aussi. Il n'y a pas que le bracelet électronique, il y a aussi le travail d'intérêt général, les stages de citoyenneté qui sont envisageables dans certaines mesures. Donc il y a un chantier qui est engagé pour réfléchir à réduire la population carcérale et à réduire le recours à l'emprisonnement par des alternatives à l'emprisonnement. On a une panoplie d'alternatives. On peut aménager les peines suivant le profil du condamné, suivant, il y a des critères, suivant certains critères. Oui. Alors, on arrive au terme de l'émission. Que faudrait-il faire de plus pour atteindre l'état de droit auquel aspirent les Algériens, Nissa? Oui, bon, justement, l'enjeu d'une justice de qualité, c'est de réaliser, de concrétiser un état de droit substantiel. C'est-à-dire, quand même, il faut améliorer le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire, il faut donner les moyens juridiques, l'indépendance, les moyens financiers pour le juge sur le statut même, statut financier, si vous voulez, je peux le prononcer peut-être. Et surtout, c'est une question de formation du magistrat. L'humain reste au cœur de la stratégie. Oui, parce que la justice est au cœur d'une mutation politique, économique de l'Algérie. Donc, la réforme de la justice, elle est primordiale. Il conditionne la réalisation d'un état de droit qui protège les droits et surtout la société tout entière. Messieurs, le dernier mot vous revient sur cette consécration de l'état de droit auquel aspirent les Algériens. On revient toujours au magistrat, tout est centré autour du magistrat et du rôle. C'est le premier défenseur des droits. C'est l'élément central, et c'est en investissant dans la formation du magistrat, dans l'indépendance du magistrat, on aura une justice de qualité. Une justice de qualité, c'est une justice au standard universel, une justice
facilement accessible, avec des procédures simplifiées, avec une justice spécialisée, avec une justice moderne aussi, avec des procédures modernes, dématérialisées de plus en plus, ce qui peut rassurer le citoyen, ce qui peut rétablir la confiance dans sa justice. Oui, dématérialisation, quand même quelque chose, un gros effort qui a été fait également. Oui, dématérialisation, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan de la modernisation. Nous n'arrêtons pas de travailler. Il y a même des chantiers qui sont ouverts, qui vont être mis en œuvre dans pas très longtemps. Donc nous avons une panoplie de réalisations sur le plan de la modernisation. Nous avons dématérialisé certaines prestations, même judiciaires. Nous avons le citoyen qui arrive quand même à demander certains documents judiciaires, même de l'étranger. Donc à travers les demandes de certificats nationaux, le casier judiciaire, les rectifications des actes d'état civil qui se font même à travers le net. Donc on a dématérialisé ce qui est très important pour une justice, c'est d'être à l'écoute de son citoyen, c'est de participer à cette réinstauration de confiance. Il faut réinstaurer la confiance. Et, se rapprocher. Hein, voilà, donc le ministère de la Justice s'attelle à travers beaucoup d'actions à restaurer et bien sûr s'ouvrir sur bien sûr les médias. Nous avons quand même une ouverture sur les médias qui est quand même assez remarquable ces derniers temps. Monsieur le ministre de la Justice insiste. Je crois que c'est une commande qui est une commande gouvernementale à toutes les institutions. C'est de s'ouvrir, c'est de communiquer, c'est de parler et de dire les vérités. Voilà, moi je crois que c'est le meilleur moyen de rétablir la confiance, c'est le meilleur moyen d'aborder le citoyen, c'est le meilleur moyen de se faire entendre aussi et de faire comprendre aux citoyens ce qui a lieu et ce qui l'intéresse dans la gestion de la cité. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à notre émission, merci de nous avoir éclairé sur le sujet, merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci, au revoir.